Après 50 années d'indépendance, de quoi souffre l'Afrique? Politologue, historien, économiste, homme de culture, corps diplomatique et élite de la diaspora, tous réunis à Bruxelles pour analyser les causes ataviques et contemporaines de la crise africaine, mais aussi des réflexions, des idées, des stratégies pouvant permettre au continent noir d'émerger et de répondre efficacement au bien-être de sa population pour les décennies à venir. La synthèse de la table ronde, un document que vous propose la rédaction de Brussels Information Press Media. La table ronde organisée par l'association Rafia Synergie le 29 avril 2011 regroupait 3 séminaires de haut niveau pour tenter de répondre à la problématique de la crise africaine sous l'angle de l'histoire et la culture, l'éducation, la formation, les élites, l'économie, la gouvernance et l'interdépendance. Les différents interlocuteurs n'ont pas utilisé la langue de bois pour mettre l'accent sur les responsabilités individuelles et collectives, et ce à différents niveaux de pouvoir, tout en mettant les balises pour une Afrique libre, maîtresse de son destin et capable de se reconstruire. Aujourd'hui, nous devons tourner nos regards vers l'avenir, résolument, avec des réflexions sur des questions spécifiques, interrogeant nous-mêmes, Africains, responsables de notre propre destin depuis 60, sur ce que nous avons fait, ce que nous devrions faire, être assez honnêtes pour reconnaître nos faiblesses et assez courageux, avoir l'audace de la rupture pour regarder l'avenir avec courage et espoir. La question qui se pose aujourd'hui a plus trait aux hommes et aux femmes africains et africaines. Nous, les Africains, c'est là. Qu'avons-nous fait de l'indépendance? Nous sommes en route pour la croissance et le développement. Mais avons-nous tiré leçon de nos échecs? Nous nous retrouvons quelques années après les corvées, les déportations, les travaux forcés, l'exploitation, le pillage, la dignité bafouée hier, mais aujourd'hui encore par nous-mêmes, les libertés réclamées hier, mais aujourd'hui refusées par nous-mêmes ou nôtres. Nous nous retrouvons le cœur meurtri par la souffrance et la pauvreté. Nous nous retrouvons dans un esprit de rupture avec le passé, un engagement à l'affirmation de nous-mêmes dans un combat libérateur pour le progrès et la prospérité. Nos peuples veulent s'émanciper. Mais avons-nous eu cette volonté politique à travers les organisations sociales et politiques solides et stables? Avons-nous eu cette complicité indispensable entre nos populations et les dirigeants pour pouvoir promouvoir le développement? Avons-nous tout simplement la capacité de nous émanciper réellement et de nous assumer pleinement sans avoir tout le temps recours à nos maîtres du passé? Les meilleures formes d'organisation politique et sociale, nous les avons très souvent calquées, copiées sur l'Occident. Et c'est l'Occident qui nous dit que c'est bon, que tel pays est démocratiquement bon élève, que tel autre pays non. La bonne gouvernance, c'est encore calqué sur les modèles occidentaux. On nous dit, ah, vous gérez bien, la Banque mondiale, le Fonds monétaire vous donne le quitus, donc c'est bon. Mais ce sont là les repères des autres. Ce sont nos propres repères après 50 ans. Dans sa marche vers le développement, l'Afrique compte d'abord et avant tout sur ses élites. Les réussites tout comme les échecs du continent reposent en bonne partie sur cette catégorie. Mais qui sont ces élites? Qui dit élite, il dit les élites politiques, les élites économiques, les élites religieuses. Et j'y arriverai. L'élite est donc une minorité qui se distingue du groupe auquel elle appartient et à laquelle on reconnaît une supériorité, une autorité morale. Ce mot-là porte. Quand on a affaire à des élites, on leur confère une certaine autorité et donc on attend d'eux qu'ils assument cette autorité-là et qu'elles l'assument pas pour détruire, mais pour essayer de conduire les groupes, la masse vers un mieux-être. Est-ce que les élites africaines ont réussi cette élévation-là? Point d'interrogation. C'est vrai que les élites africaines sont le fruit d'un système, d'un processus. Au Congo, sous la colonisation belge, avant qu'on parle des élites, on a parlé d'abord des évolués. Et les évolués, c'était des gens qui s'étaient assimilés à certaines formes du colonialisme belge.
tout en étant indigènes. Et ces élites-là, fruits du colonialisme, sont souvent, c'est vrai souvent dans une continuation du système plutôt que de marquer une rupture par rapport au système qui est décrié. On constate que dans les sociétés qui sont devenues officiellement démocratiques, les élites essaient de maintenir leur hégémonie politique et économique par un discours paternaliste vis-à-vis des masses populaires. Et il semble que ces élites ont remplacé la distinction coloniale entre les colonisateurs soi-disant civilisés et les colonisés soi-disant sauvages avec une distinction entre les élites instruites et les masses populaires. Et tout comme les colonisateurs et les soi-disant évolués coloniaux voulaient recréer les colonisés sauvages dans leur propre image, on constate maintenant que les élites africaines postcoloniales problématisent la culture populaire des masses et veulent recréer ces masses dans leur propre image. On observe également dans beaucoup de pays africains subsahariens actuels une croissance de la violence symbolique et réelle des hommes vis-à-vis des femmes, qui sont devenus des acteurs économiques importants. On observe actuellement une instrumentalisation de la culture dans des conflits à 4 niveaux importants, et on y observe également donc une implication parfois très forte des élites politiques et économiques. Il y a d'abord des conflits, et on en a déjà parlé, violents entre des populations voisines en RDC, au Côte d'Ivoire, etc., etc. Loin de nous l'idée d'une comparaison entre élite nationale et celle de la diaspora. Il s'agit ici de se rendre compte du potentiel que représente cette diaspora dans sa contribution au développement du continent. Quand vous regardez les transferts de fonds que fait la diaspora vers l'Afrique, elle a augmenté. Dans certains pays, je prends le Togo, je suis originaire, c'est 3 fois l'aide internationale, c'est 2 fois l'investissement. Non, oui, cette diaspora a une position meilleure dans le monde où elle est, dans son environnement immédiat. Elle gagne des salaires meilleurs. Ce ne sont plus des emplois précaires. Elle a tendance à se sédentariser. Et donc, du coup, elle fait de l'épargne. Et si elle fait de l'épargne, première réaction, elle pense à sa famille, elle pense à son pays, à son village, et elle transfère. Quant au Mali, je peux vous donner un exemple encore plus précis. Quand le ministre Hortefeux français a dit au président ATT, écoutez, il faut signer un accord pour, en gros, chasser les Maliens de France. Le président ATT lui a dit, moi je n'ai pas de problème, sauf que si vous pouvez me donner ce que me transfèrent les Maliens de la diaspora, moi je n'ai aucun problème. Et puis pourquoi je les mettrais à dos puisqu'ils me transfèrent de l'argent sans que je les demande. C'est-à-dire que la défaillance de l'État au Mali est compensée, partiellement en tout cas, par les transferts d'argent. Aujourd'hui, l'Afrique se retrouve dans le cycle de renouvellement et de reconstruction, peut s'appuyer sur les périodes de prospérité qu'elle a connues dans le passé, qu'elle connaît aussi dans le présent, et se donner des véritables moyens pour atteindre enfin le bout du tunnel. À plusieurs reprises, l'Afrique a failli se retrouver, on va dire, maîtresse du monde. Je suppose que parmi vous, il y a des disciples du Cheikh Anta Diop. Et ce monsieur n'a pas cessé de fournir des efforts pour nous montrer combien la civilisation égyptienne était brillante et quelle est la part des négro-africains dans la construction de cette civilisation. Pour ma part, je prends même le risque de dire que la civilisation égyptienne se situe à l'embouchure, mais elle est le produit d'un flux qui part d'une source. Il faut remonter aux sources de la vallée du Nil. Donc, en fait, pour moi, je préfère parler de civilisation de la vallée du Nil. Voilà, je prends l'exemple de l'Égypte, qui a été maîtresse du monde à un moment donné, et qui a cédé ensuite sa place à d'autres civilisations, à d'autres pays. L'Afrique a des difficultés, l'Afrique est en marche aussi. L'Afrique ne se ressemble pas, le Ghana n'est pas le Congo, les Botswana n'attendent pas l'aide étrangère, et le Mozambique connaît aujourd'hui une croissance économique qui est comparable à ce qu'on a appelé les dragons asiatiques. Dans cette crise que traverse l'Afrique,
L'une des causes vient de la rupture d'équilibre et de sa marginalité. Quand on parle de prospérité, on parle d'équilibre économique, de croissance et équilibre. Ces royaumes ont connu un déséquilibre, une rupture. Pour ce qui concerne la période la plus récente, la source du déséquilibre a été donc les grands courants d'échange internationaux, l'esclavage, le phénomène d'esclavage est lié à ce grand courant, le phénomène d'expansion capitaliste. Ce phénomène d'expansion capitaliste trouve sa matérialisation en Afrique avec la colonisation. Les pays africains, les ressources humaines africaines vivent dans une économie mondiale, mais dans une position de marginalité économique. Le fait qu'à un moment donné, celui qui était considéré auparavant comme étant un partenaire se trouve dépossédé de cette position et renvoyé à une position de subordination. Cette rupture d'équilibre se traduit également aujourd'hui par les menaces que la mondialisation et ses prédateurs font planer sur les économies fragiles d'Afrique. Peut-on produire avec une monnaie qui n'est pas la nôtre? Peut-on produire avec une monnaie, une fois que j'ai fini de produire, je vends, je divise par deux? C'est évaluation. Est-ce que je peux produire pour une monnaie, 60% de cette monnaie, la richesse dont moi j'ai accumulée, je le donne à la France qui va l'utiliser à sa guise? Est-ce que je peux placer à la France mon argent, le surplus, qui me donne de ma souveraineté, et que la France le place mal et fait tomber la BIRO par exemple, ou les banques centrales? Et est-ce qu'on veut se laisser écraser par la mondialisation d'une manière générale? On ne l'organise pas, on ne la structure pas. C'est pas tout qui est bon dedans. C'est pas tout qui est mauvais non plus. Ou alors voilà, il faut en finir avec l'interdépendance. C'est le fondement même du problème. Comment l'Afrique va-t-elle se relever? Sous l'impulsion de certains chefs d'État africains, il y a une dynamique qui ambitionne de faire de l'Union africaine un véritable outil de relance de l'essor socio-économique du continent par la création d'un fonds africain de développement. C'est une initiative. Mouvements syndicaux, organisations religieuses, ONG, toutes ces organisations font de la question africaine leur problème majeur et leur lutte au quotidien. Et enfin, je citerai le développement du panafricanisme comme aujourd'hui. Ce qui se passe dans un pays nous concerne tous. Ce n'est plus l'histoire du Congo, ce n'est plus l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ce qui se passe au Congo touche tous les Africains, ce qui se passe en Côte d'Ivoire touche tous les Africains. Tout le monde veut s'impliquer, tout le monde veut participer à la recherche de solutions. Il faut donc défendre les intérêts africains. Pour le défendre, il faut donc quelqu'un qui gère nos intérêts. Alors si celui qui dirige ne gère pas l'intérêt, tout est faux. Tout part de travers, il va gérer. C'est les intérêts à lui. Et deux, il faut qu'on trouve une voie collective pour gérer les affaires. Si on ne la trouve pas, je ne vois pas comment on peut s'en sortir. Et à ce moment-là, il faut trouver un mode, une institution que j'appelle la palabre africaine, intelligente. Et ça ne peut pas se faire sans les élites. Et ça ne peut pas se faire avec les élites qui sont lâches par rapport à leur tâche. On ne peut pas faire des élites qui ne sont pas audacieux dans ce qu'ils font. On ne peut pas faire des élites qui voient la vérité, qui disent qu'ils n'ont rien vu, ou qui n'ont rien entendu, ou qui ne veulent même rien voir du tout. Donc, pour résumer tout, c'est qu'on doit partir d'une économie plutôt fragile, aujourd'hui, certains disent défaillante, etc., bon, je ne veux pas jouer sur les mots, pour aller vers autre chose. Ce n'est même pas d'économie qu'il faut parler, mais de nation. Qu'on a démonté en 1870. Et il faut qu'elle soit dynamique, agile. Il faut un gouvernement au service de la collectivité. Et demander, donnez-moi un pays où c'est service de la collectivité. Il y en a un, c'est Botswana. Et vous avez vu les courbes, ils ont fait la République. Il faut construire une nation interdépendante. Et si on fait ça à ce moment-là, les techniques de fonctionnement doivent être différentes. De l'état dépendant que nous sommes aujourd'hui, on a dit 50 ans après les indépendances, on est en fait indépendant juridiquement, mais sur le plan économique, on est complètement dépendant. Il faut qu'on pense à une nouvelle forme de coopération que j'appelle triangulaire. J'ai fait tout un rapport pour la Commission économique d'Afrique là-dessus. L'idée de coopération triangulaire. Tous ces petits projets que les gens ont, tous les projets de 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 euros, petite huilerie, petite brasserie, petit élevage, fabrication de boubou, etc. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune institution de financement qui existe. Si vous avez un projet, faites-le petit et mettez de l'argent dedans. Combien de gens téléphonent? Monsieur Bisson, j'ai un projet de 250 vaches au Kivu, ou 250 poulets. Je dis, qu'est-ce que vous mettez dans le projet? Rien. En ce XXIe siècle, peut-on dire que l'Afrique est véritablement libre? Nelson Mandela dit ceci, après les 50 ans, nous ne sommes pas encore libres. Nous avons seulement atteint la liberté d'être libres.
Ça veut dire qu'il revient à nous de jouir de cette liberté.